Bonjour à toutes et à tous, David Barrault, je suis rédacteur en chef aux Échos. Ravi de vous accueillir pour cette 5e édition de Médias en scène, en partenariat Les Échos, Le Parisien, Radio France. Avant de se lancer dans les débats, le programme est super riche entre ici et la maison de la radio. Donner la parole à Pierre et à Sybille qui vont vous dire juste quelques mots de bienvenue, et puis on enchaînera par une première table ronde avec en plus Arthur Sadoun de Publicis. Pierre, peut-être quelques mots d'accueil, et puis ensuite Sybille. Oui, merci beaucoup, David. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Comme vous le voyez ici, il ne fait pas très chaud, on a tous des gilets. Par contre, le son est bon. Hein. Enfin, le son était de nature à réveiller tous ceux qui n'étaient pas parfaitement déjà en ordre de marche dès le matin. Mais David aussi est de ceux qui sait animer très bien des tables rondes. Donc, je voulais vous accueillir Sybille, qui est ma partenaire, au fond, depuis 5 ans. Dans ce média en scène. Remercier toutes les équipes de Radio France, de France Info en particulier, les équipes des Échos le Parisien pour avoir organisé avec beaucoup de talent cette édition. Remercier nos partenaires dont les noms s'affichent là. Ils sont nombreux, ils sont fidèles. Et comme vous le savez, évidemment, dans l'économie des médias, sans eux, on ne pourrait pas du tout se rassembler. Alors, 2 mots simplement sur cette édition, très, très vite. Elle intervient dans un contexte qui est un peu différent, évidemment, de l'année précédente. On a quand même un contexte de guerre dans le monde, qui est quelque chose qui forcément s'impose à nous tous, de guerre physique, de guerre épouvantable en Ukraine. La guerre informationnelle, elle existait déjà d'un certain point de vue, mais elle a trouvé un renouvellement, si j'ose dire, à l'occasion de cette guerre militaire, avec beaucoup de désinformation, beaucoup de manipulation. Et donc, au fond, on le sait bien, on n'a jamais eu autant besoin de médias de référence et Sybille l'a écrit très bien encore aujourd'hui dans un grand journal, de médias de référence pour faire face à la défiance. Moi, j'ai été très frappé encore récemment par la campagne américaine. Arthur connaît extrêmement bien ce continent, ce pays, dans laquelle il y avait quand même des gens qui se baladaient en disant « on a gagné 2 fois et donc on veut gagner une 3e fois ». C'est vraiment impressionnant de voir à quel point on peut aller dans une forme de déni de la réalité, de déni des résultats démocratiques et essayer d'imposer une vérité alternative. Là aussi, ça fait partie des mots qui sont apparus depuis quelques temps, mais qui trouvent toujours une plus grande intensité. On va essayer ici de partager toutes ces réflexions à travers un programme qui est riche, qui sera intense, qui vous mènera des 2 côtés des rives de la Seine. Je vous souhaite un très bon festival, 5e édition, beaucoup de joie de vous accueillir. Installez-vous pour ceux qui arrivent maintenant, prenez place, et puis je vais, je crois, laisser la parole à David qui va organiser cet événement de main de maître. Merci Pierre. Sybille, quelques mots aussi d'introduction avant qu'on se lance dans les débats. Merci David, merci beaucoup Pierre Louette et toutes les équipes des Échos pour votre accueil ici. Alors cette édition est particulière puisque c'est la 5e, donc on arrive à un stade de maturité dans cette édition de Médias en scène. C'est une édition particulière qui intervient à un moment où la responsabilité des médias apparaît de plus en plus clairement. Pierre l'a très bien rappelé. Et ce qu'on voulait voir dans cette édition, c'est comment cette responsabilité, on arrive à l'exercer aussi vis-à-vis des plus jeunes générations. L'an dernier, c'était le retour de Médias en scène après la période intense de Covid. Donc on était masqués mais présents, peu nombreux. Et ce qui nous avait frappé, c'est le fait qu'il y avait beaucoup de jeunes qui avaient assisté au festival Médias en scène l'an dernier. Donc on s'est dit qu'on allait cette année les associer à la programmation, avec la conférence des étudiants de journalisme qui ont travaillé avec les équipes sur la programmation, sur le choix des thèmes, et vous allez le retrouver dans certains choix qui ont été faits, quand on va parler de démocratie, de la manière de lutter contre la crise climatique, de diversité, nouveaux usages, le développement du virtuel. Ce sont autant de thèmes qui ont été travaillés en réflexion avec ce que la jeune génération a envie d'entendre. Alors pourquoi on s'intéresse autant à la jeune génération? Parce que c'est un défi vital pour nos médias. Cette jeune génération, c'est elle qui porte la rupture dans les usages. C'est elle qui porte les révolutions culturelles. Et on le voit très bien dans la place que prennent aujourd'hui les nouveaux médias dans les usages de la jeunesse. Ce matin, il y avait un sondage Ipsos que nous avons commandé pour connaître la manière dont les jeunes s'informent.
qui montre l'évolution très forte des pratiques de cette jeunesse. Et on va la questionner tout au long de la journée. On aura des influenceurs qui seront présents. Il y aura par exemple Domingo, il y aura Hugo Clément. Il y a beaucoup de jeunes qui représentent cette nouvelle manière aussi de penser le journalisme qui seront présents. Et dans certains temps forts du festival, on va mettre des jeunes étudiants journalistes face à des responsables de grands médias pour les questionner, parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on travaille l'avenir de nos médias et qu'on peut poser les questions qui sont celles qu'on aura à résoudre demain. Donc j'espère que voilà, ça sera à la hauteur des promesses qu'on essaie d'avoir, c'est-à-dire comment est-ce qu'on pense l'évolution des médias dans un contexte cette année peut-être particulier, parce que Pierre l'a très bien rappelé, la première question qu'on s'est posée lors de la première édition de 2018, c'est la question de la confiance, dont on sentait bien qu'elle était fragilisée entre les médias et les citoyens. Et ce qu'on voit 5 ans après, c'est qu'il y a quelque chose qui apparaît aussi de plus en plus clairement, c'est le fait que les géants de la tech eux-mêmes se posent des questions sur leur modèle, leurs effets sur la société, leur modèle économique. Et donc Média en scène va arriver à un moment où on va aussi pouvoir soulever l'ensemble de ces questions. Voilà, j'espère que voilà, ça sera riche pour chacun d'entre vous. Il y a ce qui se passe ici, boulevard de Grenelle, il y a ce qui se passe aussi de l'autre côté, à la Maison de la Radio et de la Musique, donc avenue du Président Kennedy. Vous pouvez y accéder facilement, il y a une exposition sur place. Et ce soir, nous présenterons un film réalisé par Salia Braclia sur les coulisses de la présidentielle, telle qu'elle a été traitée par la matinale de France Info. Voilà, bonne journée à tous et je laisse David Barou réenchaîner pour le ballet de la matinée. Sybille, tu peux rester sur scène. Pierre et Arthur aussi nous rejoindre. Regarde le micro. Alors, maintenant, vous avez une photo, vous devriez vous reconnaître et vous devez vous asseoir sous votre photo. Voilà. Arthur au milieu, Sybille à gauche. Ouais. Comme tu veux. Arthur qui essaye déjà de foutre le bazar avant même que ça soit commencé. Ça promet. Rebonjour à toutes et à tous. Je crois que Pierre et Sybille ont déjà assez bien planté le décor. Les médias ont une responsabilité énorme. Et c'est vrai que cette année, avec Vincent Giret, avec qui on a beaucoup travaillé sur Média en scène, on s'était demandé il y a 6 ou 8 mois, ça sera quoi le thème dominant cette année? Et le mot qui nous est apparu, c'était celui de crise, quoi. On a une conjonction de crises absolument incroyable. La crise écologique, bien sûr, crise climatique, la crise géopolitique avec la guerre en Ukraine. On sortait d'une crise, on continuait à être dans une crise sanitaire, et puis peut-être qu'on rajoutera aux échos, on en parle souvent, aussi une crise économique. Et dans ce contexte-là, effectivement, comment est-ce qu'on fait pour continuer à informer? Les médias, c'est pas que du divertissement, c'est aussi du divertissement, mais c'est aussi de l'information. Comment est-ce qu'on peut le faire? Comment est-ce qu'on va continuer à le faire? Et comment est-ce qu'on pourra aussi parler aux jeunes? C'était ça un peu nos réflexions, les points de départ avec Vincent. Et pour lancer les débats, moi je m'étais dit, c'est mon côté un peu ancien combattant, je me souviens d'un temps pas si lointain où les médias eux-mêmes étaient profondément en crise. Il faut être honnête, il y a 10 ans, la joke entre nous, c'était le dernier qui sortira éteindra la lumière. Les médias perdaient de l'argent, la publicité aussi traversait une crise terrible en 2008. Tout le secteur des médias était en crise relativement profonde. On pensait que la radio aussi était un média qui allait souffrir. Et 10 ans après, il y a une forme de paradoxe, c'est qu'en fait, on commence à aller nettement mieux. Les audiences de Radio France que dirige Sybille, elle est à la tête de Radio France depuis 2015. Les audiences sont très bonnes, le service public se porte très bien, Radio France, France Inter, France Info, qui est partenaire avec les Échos et le Parisien de Média en scène, va très bien. Arthur Sadoun, qui dirige Publicis, il est président du directoire depuis 2017, il vient d'entamer un 2e mandat. Cette année, Nicolas, qui est là, qui couvre la publicité, a fait un papier, moi j'avais trouvé, qui était un symbole quand même assez marquant. Publicis, ça a été pendant un moment, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais la première capitalisation boursière du secteur de la publicité. C'est un groupe qui a quand même à un moment été très attaqué. On se demandait véritablement si il y avait un avenir pour des groupes de pub face à des GAFA et s'il y avait la place pour un acteur français sur ce marché-là. La réponse a longtemps été sans doute que non. Et Pierre Louette, qui dirige depuis 2018 le groupe Les Échos, le Parisien, et qui a écrit aussi un bouquin sur les GAFA qui est sorti il y a 2 ans,
qui connaît très bien ce secteur. Bah pareil, les Échos, le Parisien, on peut dire que c'était des médias qui devaient vivre une transition vers le numérique et on n'était pas forcément dans la forme de notre vie. Aujourd'hui, le paradoxe, c'est que je pense qu'on commence à aller beaucoup mieux. Et la première question que j'ai envie de vous poser un petit peu à vous tous, c'est comment est-ce que vous expliquez déjà ce retour à une forme de confiance à l'intérieur dans les médias sur le fait qu'on a un peu tourné une page de la crise? Ça ne veut pas dire que tout va bien, mais ça veut dire que ça commence déjà à aller un petit peu mieux. Pour lancer les débats, Sybille? Je crois que les micros sont ouverts. Vous m'entendez? Ouais. Ok. Cher David, je préside depuis 2018. Tu m'as attribué une partie des succès dont je n'ai pas la totale responsabilité. Tu es rentré en 2015. Je suis arrivé en 2015, exactement. Vrai. Effectivement, on traverse depuis 10 ans des périodes qui sont marquées par une succession de crises, dont une qui concerne tout particulièrement les médias, parce que depuis 10 ans, on est pleinement dans la numérisation de la société, l'expansion des géants de la tech. Et donc pour les médias, ça a été pour beaucoup une vraie crise, avec une vraie question. Est-ce qu'on va se faire ubériser? Est-ce qu'on va être désintermédié? Quelle va rester notre place? Quel lien on va garder avec notre public? Et on voit bien que ces questions-là, elles posent vraiment la question du modèle des médias, de leur transformation. Un jour, une dirigeante de la BBC m'a dit, si on n'aime pas le changement, il ne faut pas travailler dans les médias parce que c'est un des secteurs qui en connaît le plus. Et en effet, je confirme, c'est un des secteurs qui en traverse le plus. Mais ce qu'on voit paradoxalement, quelques années plus tard, c'est que cette promesse de désintermédiation qui était portée par un certain nombre de plateformes, cette promesse finalement ne tient pas dans la durée, parce qu'elle pose beaucoup de questions sur la manière dont elle produit des effets sur le rapport à l'information et sur la société. Et on voit que la réponse apportée par les médias traditionnels est une des réponses à la période de crise que l'on vit. C'est-à-dire que dans les crises qu'on traverse aujourd'hui, l'hystérisation n'est pas la manière la plus sereine d'affronter ce qu'on traverse, que ce soit ce qui se passe dans la sphère politique, la problématique du climat et bien d'autres évolutions très fortes qu'on traverse. On voit bien que déshystériser aujourd'hui, ce sont les médias traditionnels qui l'apportent. Donc pour moi, je suis convaincu que ce qu'on apporte aujourd'hui, ce sont les médias de demain et qu'on fait partie des solutions à la période qu'on traverse aujourd'hui. Je vais passer la parole à Pierre. Avant de rentrer dans le détail de ce que chacun vous avez fait, peut-être pour vous transformer et faire en sorte de répondre à cette attente et à cette transformation, un peu pareil, big picture, comme diraient les Américains, comment est-ce que toi tu expliques que les médias aient regagné une partie du terrain perdu? On était peut-être ringards il y a une dizaine d'années, on l'est beaucoup moins aujourd'hui. Écoute, c'est toujours la phrase qu'on cite sur ces idéogrammes chinois qui veulent dire crise et ça veut dire chance dangereuse, quoi. On en a pris plein la figure à un moment. La presse, par exemple, elle a perdu la moitié de ses recettes publicitaires en 10 ans. Donc c'est quand même... peu de gens ont subi un choc pareil, peu d'industries en fait ont subi un choc pareil. La télé est assez stable, la radio légèrement baissée mais était pas mal. Et en fait, c'est la presse qui a souffert d'un transfert vers les nouveaux acteurs que tu as mentionnés, les GAFA, avec lesquels d'ailleurs on sait monter des festivals, par exemple, on sait faire plein de choses, mais dont on constate qu'ils ont capté une partie importante, par leur mérite aussi, des recettes publicitaires. Donc on a pris ça comme un train en pleine figure, et puis des changements de comportement, des changements de pratiques socioculturelles, avec des gens qui vont consommer ailleurs, avec, Sybille a mentionné, un éparpillement, une sorte de prolifération d'émetteurs. Aujourd'hui, dans les Échos, on parle aussi des influenceurs, qui sont d'une certaine façon des gens qui viennent créer des nouveaux rassemblements, qui ne sont pas ceux qu'on connaît à la télé ou à la radio, donc qui sont aussi de nouveaux émetteurs. Voilà. Donc on a vécu tout ça, mais je trouve que quand on tamise et quand on passe tout ça au tamis du temps, il reste une vertu, au sens presque romain du terme, une qualité, une force, qui est d'avoir des rédactions. Nous, on a 700 journalistes dans le groupe, dont tu fais partie, qui font tous les jours ce travail d'analyse, décryptage, information sécurisée, sourcée, vérifiée. C'est le cas à l'AFP, c'est le cas de chez pas mal chez tous nos partenaires de la presse. Dans le groupe Bayard, je voyais Pascal Ruffnac tout à l'heure. Voilà. Et quand on fait ça, quand on défend ces positions-là, quand on ne cède rien là-dessus, eh ben on finit par se rétablir, au fond. Dans le bruit médiatique, il y a des îlots, il y a des endroits auxquels on peut se référer.
C'est ça qu'on a fait. Donc chance dangereuse parce qu'il fallait se réinventer en restant soi-même, il fallait s'adapter à un environnement complètement différent en étant fort sur ses bases, sur ses principes, sur son ADN, comme on dit parfois. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer, ce qui fait qu'on regagne aussi des lecteurs, des auditeurs, des abonnés. Sur le marché de la publicité, Arthur, est-ce que le choc a été le même ou est-ce que c'est juste certains acteurs qui ont souffert ou est-ce que c'est aussi un monde qui a été complètement transformé, je disais, les 10 dernières années, en fait plutôt les 15 dernières années, je remonte à la crise de 2008. D'abord, pour revenir sur la big picture, c'est un écosystème. Les médias, les agences de publicité, en fait, on est tous tributaires des mêmes succès et des mêmes échecs. Et je crois qu'il n'y en a pas un d'entre nous qui a attendu la crise du Covid pour se retrouver en crise. Ça fait une dizaine d'années qu'on vit des moments très difficiles. Alors il y a beaucoup de facteurs qui l'expliquent, je ne vais pas revenir, mais c'est notamment l'arrivée des walled gardens et des grandes plateformes qui ont capté la plupart des investissements publicitaires et qui ont d'ailleurs capté aussi une relation très privilégiée avec nos clients, une relation de modernité qu'on a perdue. Moi, ce qui me frappe, c'est que je pense qu'on a été trop négatif pendant trop longtemps et maintenant en train de devenir un peu trop optimiste. Faut arrêter. Facebook va mal, mais enfin, il va quand même mieux que Publicis. Moi, j'ai une market cap de 15 milliards, ils sont encore à 280, ça va, il y a de la marge. Je pense qu'il faut quand même remettre les choses dans l'ordre. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, et je pense que c'est un point commun dans nos différents métiers, c'est que l'utilité qu'on avait il y a 10 ans, on l'a toujours aujourd'hui. Et alors, je ne suis pas un expert, mais j'ai entendu ce chiffre en faisant du Stairmaster à Chicago la semaine dernière, donc je me suis dit que j'allais m'en servir. Il était 3 h du matin. C'est que je crois qu'il y a 98% des gens qui souhaitent s'informer tous les jours. Ça, c'était vrai il y a 10 ans. Et ça, c'est un capital énorme. Et je pense qu'il a été fait, et c'est le point commun entre nos stratégies, je pense, c'est qu'on a su garder ce qui fait les fondamentaux de nos métiers, qui est le contenu. Alors que ce soit le contenu publicitaire avec des grandes idées créatives ou le contenu éditorial. Moi, je fais partie des gens qui ont fui Europe 1 pour France Inter parce que le contenu éditorial était meilleur. Je disais les Échos depuis longtemps, donc j'ai toujours été assez fidèle, mais je pense que c'est la même chose pour nous. Il faut une exigence là-dessus. Et après, je pense qu'il y a 3 facteurs qui font vraiment la différence dans nos métiers. Le premier, c'est la data, parce que la connaissance qu'on a aujourd'hui du consommateur permet de faire, pour tous nos métiers, un contenu plus ciblé. La deuxième, c'est la technologie, parce que maintenant, on peut aller directement sur nos lecteurs, sur nos éditeurs ou sur nos clients. Et puis enfin, la capacité qu'on a à trouver des nouvelles sources de revenus grâce à la data, à la technologie en général. Enfin, Vivatech est un très bon exemple de ça. Pierre en parlera mieux que moi. Mais ça fait partie justement de tous ces nouveaux métiers qui nous ont permis, non pas de passer la crise du Covid, parce qu'il faut arrêter d'abord, tout le monde a bien passé la crise du Covid parce qu'on a tous été subventionnés. L'enjeu, c'est comment est-ce qu'on passe cette nouvelle vague de la data et de la technologie en restant fidèle à ce qu'on est, parce que je pense que le grand problème dans les médias, c'est ça. C'est qu'il y a beaucoup de grandes marques, moi avec lesquelles j'ai travaillé dans le passé, j'en ai cité une tout à l'heure, qui ont perdu leur âme. Et quand vous perdez votre âme, vous pouvez mettre toute la data, toute la technologie, tout l'argent du monde, vous ne résistez pas dans un monde aussi compétitif. Un petit peu de rétroviseur sur ce que les uns et les autres, quand même, vous avez fait pour vous adapter. Si vous deviez retenir une ou deux des plus grandes décisions qui ont marqué vos entreprises, pas forcément vous-même si vous n'étiez pas aux commandes à ce moment-là, mais sur les 10 ou 15 dernières années, un petit peu de rétroviseur, et puis après, on passera un peu sur tout ce qui reste à faire. Quels sont les changements les plus importants qui font que vous avez réussi à consolider vos fondations pour pouvoir repartir de l'avant? Sybille Alors, en prenant un peu de recul, on sait ce qu'on se disait, c'est-à-dire que l'irruption des géants de la tech, le média radio, c'est un média qui a 100 ans aujourd'hui. Donc il y a eu l'apparition de la télévision qui a questionné la place de la radio, on a vu qu'elle était restée, l'apparition des géants de la tech, des acteurs du streaming, tous ces nouveaux contenus ont à nouveau questionné la place de la radio avec des questions très profondes et existentielles. Et je pense que le fait de prendre à bras-le-corps les opportunités nouvelles offertes, et c'est exactement ce que disait Arthur Sanoun, utiliser les opportunités offertes par ces acteurs numériques, par ces nouvelles technologies, par ces innovations, c'est ça qui permet aux médias de s'adapter, de se transformer. Mais moi, je voudrais sur Radio France dire que peut-être que la décision qui, ces dernières années, a aussi été importante, c'est de se dire que l'audio est un média qui a une place qui va rester durablement dans la vie des gens, que ce soit par l'accompagnement, que ce soit aussi la place des assistants vocaux,
demain dans la voiture, aujourd'hui sur les enceintes connectées, les messages vocaux. Donc l'audio garde une vraie place. Le fait de le mettre au centre de la stratégie, parce que c'est notre cœur de métier, c'est notre savoir-faire, je pense que c'est aujourd'hui l'une des décisions stratégiques fortes qui accompagne les succès de Radio France. Et ça emporte beaucoup de conséquences. La première, c'est qu'on a fait une plateforme qui est vraiment une plateforme tournée vers l'audio. Et cette plateforme-là, elle rassemble tous les contenus qu'on a et elle garde le lien avec l'auditeur pour comprendre son comportement. C'est toute la question des données sur lesquelles on travaille. On a lancé hier un algorithme de service public pour rendre encore davantage de service à celui qui nous écoute en lui proposant des choses qui élargissent ses choix. Donc on travaille vraiment sur nos contenus audio. On utilise toute la technologie qui est disponible pour faciliter, favoriser l'expérience, la découverte de contenus avec cette plateforme qu'on a créée. On pense nos contenus pour leur vie numérique et pas simplement pour l'écoute à l'antenne. Et donc on passe d'un média qui était un média du direct à un média qui devient de plus en plus hybride, qui devient un média du direct, du podcast. Et je pense que c'est ce que vous avez souligné, c'est-à-dire que les succès qu'on a aujourd'hui sont aussi beaucoup liés à cette adaptation qu'on a pu avoir. Ouais, c'est vrai qu'en tant qu'utilisateur, moi je me rends compte qu'il y a peut-être 6 mois ou 1 an, j'utilisais beaucoup des agrégateurs de podcasts qui n'étaient pas celui de Radio France, et que c'est vrai que depuis quelques mois, j'utilise celui de Radio France parce que vous avez une richesse, une profondeur de contenu qu'on ne retrouve pas forcément sur toutes les autres plateformes qui n'ont pas tous vos contenus ou qui n'ont peut-être pas tout l'historique. Donc, exactement. J'encourage tous les gens présents à télécharger l'application Radio France, voilà, dont David J'écoute Barou aussi d'autres parle. radios, hein, mais bon. Radio classique. T'écoutes un peu Radio Classique. Voilà, c'est ça. Ouais. J'ai eu un instant de solitude là quand même. Ouais. Mais bon. Il fallait que je le place. J'imagine que je réponds à peu près à la même question. Vas-y, un peu rétroviseur sur les décisions les plus importantes qui ont été prises pour structurer l'avenir. Écoute, alors, bon, on le sait dans cette maison, donc c'est le siège du groupe Les Échos Parisiens. Moi, je suis arrivé il y a 4 ans et demi et il y avait déjà des équipes formidables avec Corinne, avec Bérénice, avec Sophie, avec toutes celles et ceux qui les entourent. Bon, il y avait une marque, on a fêté les 110 ans des Échos juste quand je suis arrivé. Donc une marque très ancienne qui a traversé plein de développements, de crises, de croissance. Bon. Donc on avait déjà beaucoup d'atouts sur lesquels on pouvait compter. Au fond, ce que je voudrais essayer de décrire, c'est on a essayé de faire des progrès. Au sens latin, c'est faire des pas en avant. C'est avancer. En allemand, c'est Fortschritt, c'est un pas vraiment vers l'avant. Bon, on a essayé de faire des progrès et je pense qu'on a fait collectivement de grands progrès. Typiquement, on a aujourd'hui un groupe qui gère environ 500 000 abonnés. Ce n'est pas un chiffre qu'on a beaucoup révélé jusqu'alors, mais voilà, on est arrivé à ce stade-là. 500 000 abonnés, entre les abonnés web, les abonnés papier, entre ceux des Échos, ceux du Parisien, ceux d'Investir, enfin toutes les publications qui gèrent. Et de ce point de vue-là, on s'est inscrit dans ce que Arthur évoquait, une forme de plateformisation de l'économie. Être dans une plateforme, être quelqu'un qui gère des relations, c'est absolument déterminant. Donc on a gardé la qualité des productions journalistiques, 700 journalistes, et on a ajouté une surcouche de tech. C'est vrai que venant de là où j'étais auparavant, chez Orange, ou jadis dans la création de sites internet, bon, je dis c'était vraiment quelque chose qu'on devait faire. Aux Parisiens, on avait une très belle marque Parisien aujourd'hui en France, des belles équipes, mais on n'avait que 5 000 abonnés. On arrive à près de 80 000 maintenant. Donc on a vraiment un décollage. On partait de peu. On a décollé. Aux Échos, on va atteindre 100 000 abonnés entre le papier et le web. Voilà, un peu partout, on a ajouté une surcouche de tech. Dans la surcouche de tech, on a développé complètement une équipe data qui est très centrale à mes yeux parce que c'est vraiment à partir de là qu'on va gérer ces relations. On est gestionnaire de relations de plus en plus, des relations online en particulier. C'est-à-dire qu'il y a des relations de conquête et des relations de fidélisation. C'est très évident pour Sybille, pour Arthur, ça fait partie de plein de métiers. Dans la presse, c'était moins présenté comme ça auparavant. Mes collègues du Figaro, du Monde, l'avaient commencé certainement aussi depuis un moment. On va les retrouver tout à l'heure dans une autre table ronde. Mais là, on a vraiment massifié ça. On a maintenant une équipe au centre d'une dizaine de personnes qui analysent les comportements. Pourquoi quelqu'un lit-il ? Pourquoi quelqu'un va-t-il s'abonner ? Quels sont les articles qui provoquent le passage à l'abonnement ? Quels sont les signaux qui vous indiquent que quelqu'un va peut-être se désabonner ? Et c'est pour ça qu'on a développé les podcasts dont tu connais l'existence et qui sont aujourd'hui dans le top des podcasts de presse, dans le top 3, top 4.
Et aussi beaucoup de newsletters. Alors c'est toujours des choses qu'on voit aux États-Unis. En fait, on va voir le New York Times en général, on voit un peu comment l'avenir se dessine. Le Washington Post, auquel on a acheté d'ailleurs son appareil de production, Art Publishing. Et voilà. Et on a mis tout ça en place. Et on a maintenant des newsletters qui sont fidélisantes ou des newsletters qui permettent aussi de donner envie de s'abonner. Donc voilà. Une production journalistique très importante, de qualité, ça on n'a pas changé, on n'a pas sacrifié aucun effectif dans ce champ-là, et une surcouche de tech. Et donc on a des gestionnaires de relations, et c'est pour ça qu'on essaie de se définir comme une médiathèque compagnie qui propose des contenus de qualité à tous ses lecteurs. Ouais, sur les podcasts comme sur la data, on a effectivement des tables rondes ici à Radio France toute la journée pour creuser un peu plus ce sujet. Sur ce qui a été fait, Arthur, pareil. Alors moi d'abord, il faut que je rende à César ce qui appartient à César. Moi, je n'ai fait qu'exécuter la stratégie de Maurice Lévy. Maintenant, comme vous l'avez vu hier avec Bob Chapek, c'est pas quelque chose de facile. Ça n'a pas marché chez Disney, ça a marché un peu plus chez Publicis, même si on est beaucoup plus petit. Nous, enfin moi, quand je suis arrivé en 2017, j'ai dit un truc assez simple, qui, à mon avis, était dans l'air du temps, qui est de dire qu'il faut qu'on arrête d'être perçu comme un partenaire en communication, il faut qu'on soit un vrai partenaire dans la transformation de nos clients. Alors ça paraît idiot, mais c'est un vrai changement culturel et structurel. Et on a fait 3 paris qui étaient assez audacieux à l'époque et qui ont mis du temps à se réaliser. Le premier, c'est qu'on a changé la façon dont on allait sur le marché, le go-to-market. On a redéfini ce qu'on faisait en business transformation avec Sapient qu'on avait acheté quelques années avant. Et puis surtout, on a fait une acquisition assez audacieuse dans la data. On a acheté une boîte qui s'appelle Epsilon, qui nous a coûté 4,5 milliards au moment où on avait 0 argent pour l'acheter et où les échos disaient « Vous êtes sûr que ça va marcher ?» et on s'est retrouvé d'ailleurs au pire de la crise avec une market cap qui était grosso modo équivalente à notre dette sur Epsilon. Il n'empêche qu'au bout, on a fait la démonstration qu'on était au bon endroit. La deuxième chose qu'on a faite, qui je pense est commune d'ailleurs à tous nos métiers et à tous les métiers de la digitalisation, c'est qu'on a cassé les silos en interne en passant d'une logique globale de marque par une logique pays. Ça paraît anecdotique, mais c'est extrêmement important. C'est évidemment essentiel dans les rédactions. Mais il n'y a pas une entreprise qui peut se transformer aujourd'hui qui ne doit pas casser ses silos entre les différents départements. Par exemple, en France, on a mis une fille formidable qui s'appelle Agathe Bousquet, qui fait ça depuis maintenant 5-6 ans et qui a transformé la France. Ça a été une vraie révolution. Et puis enfin, et c'est peut-être le point le plus important, parce qu'on peut dépenser des milliards en technologie, si on n'a pas les gens pour faire, on n'y arrive pas. Et je sais que c'est un des thèmes aujourd'hui qui est la jeunesse. On a mis en place une plateforme qui s'appelle Marcel, qu'on a financé en n'allant plus au Festival de Cannes, ce qui nous a valu pas mal d'articles en expliquant que j'étais fou à l'époque, mais bon, on a économisé 20 millions et puis on a pu lancer notre truc. Et aujourd'hui, on a une plateforme qui permet à un Chinois qui vient d'arriver à Shanghai de travailler sur un brief du Super Bowl à New York, une plateforme qui a sauvé des milliers d'emplois au moment de la crise parce qu'on pouvait répartir différemment les jobs, et puis une plateforme qui sert aux gens quand ils travaillent chez eux et moins au bureau, ce qu'on n'avait pas anticipé. Donc tout ça pour dire qu'on a eu des années très difficiles, et je pense que c'est ça qu'il faut retenir, parce qu'on appartient tous à des groupes qui avons souffert à un moment ou à un autre. Et je pense que c'est pas mal de souffrir. Moi, tu l'as bien vécu, on a été très très challengé par les marchés, par la presse, par les concurrents. Et comme tu le disais très justement, il y a même eu un moment où j'ai pensé... Enfin, moi, j'ai jamais pensé que j'allais me faire sortir, mais certains le pensaient. Mais au bout du bout, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est la première market cap du marché, on est numéro 1 du business, et pour le moment, ça tient. On va voir combien de temps. Et sur Marcel, peut-être tu peux le dire aussi, il y a ce petit truc qui est assez sympa pour les cadres, enfin non, pour tout le monde chez Publicis. On peut aller travailler, c'est quoi, 1 mois par an dans la ville où on veut? Ouais, alors ça, c'est un truc qui est vachement important. Alors ça, on a moins le problème en France, et un peu moins en Asie, mais beaucoup aux États-Unis. Les gens ne reviennent pas du tout au bureau. Et donc, comme on veut vraiment qu'ils reviennent, on leur explique, écoutez, maintenant vous allez revenir, ça suffit, même si on a du mal à recruter, on veut que vous reveniez. Mais en revanche, on va vous faire profiter au mieux de la technologie. Et donc, on va vous permettre 6 mois par an, 6 semaines par an, d'aller travailler où vous voulez dans le monde. Vous pouvez le mettre après vos vacances, vous pouvez aller retrouver vos parents, vous pouvez juste voyager. Mais pendant 6 semaines, vous pouvez travailler d'où vous voulez. Mais par contre, le reste du temps, il faut revenir maintenant. Sur ce qui reste à faire, parce que Arthur l'a dit, c'est pas parce qu'on va mieux que forcément tout va bien, et puis il faut pas se gargariser forcément. On reparlera peut-être un petit peu après de la concurrence avec les GAFA, mais sur ce qui reste à faire, Sybille, toi tu es candidate pour un deuxième mandat à la présidence de Radio France, ça veut dire qu'il reste des choses à faire. C'est quoi un peu les priorités pour qu'on continue à aller progressivement tous un petit peu mieux tous les jours? Qu'est-ce qui reste à faire chez Radio France? C'est quoi les prochaines étapes stratégiques? Alors, il reste beaucoup à faire, mais je dirais que la mère des batailles, c'est quand même de réussir à intéresser ceux qui aujourd'hui nous écoutent peu, s'intéressent peu à nos médias, et c'est la nouvelle génération. C'est ce que je disais en introduction. Il y a une génération qui porte la rupture des usages. Il y a une génération qui porte l'évolution des comportements, des relations aux médias.
Et si on arrive à intéresser cette nouvelle génération-là, ça veut dire qu'on aura réussi à innover sur les contenus, on aura réussi à avoir une vraie présence numérique, on aura réussi à être efficace sur notre distribution. Et donc, moi, je le vois très simplement. Ma génération à moi, quand j'étais jeune, j'écoutais pas la radio de mes parents, mais j'écoutais la radio. Je regardais pas le même programme de télévision que mes parents, mais je regardais la télévision. On voit bien qu'aujourd'hui, les jeunes ne sont plus sur le même espace que leurs parents. Ils sont sur TikTok, sur YouTube, dans les autres réseaux sociaux. Et donc, il faut qu'on aille les chercher, s'adresser à eux. Et si on y arrive, ça veut dire qu'on aura vraiment réussi à s'immiscer dans les nouveaux usages et ce qui va être progressivement s'étendre aux différentes générations. Donc je pense que ça, c'est un défi stratégique qui est important pour nous et qui nous oblige à innover dans tous les secteurs, y compris dans les contenus, parce que ça nous oblige aussi à nous intéresser à ce qui intéresse cette génération-là. Ça nous oblige aussi à s'intéresser à sa créativité. Et Internet, aujourd'hui, la génération qui a grandi avec Internet, c'est une génération qui est habituée à créer du contenu. Et donc, il y a une vraie créativité qu'il faut qu'on arrive à mettre en valeur et qu'on en nourrisse aussi nos médias. Je pense que ça, c'est un vrai défi. Est-ce que ça veut dire, par exemple, que Radio France va arriver sur TikTok, ou vous y êtes déjà? Parce que comme je suis vieux, moi, je ne suis pas sur TikTok, mais... Ah, David, nous y sommes déjà. Voilà, on vieux, essaie très modestement d'y être, je dis ça, parce qu'en fait, en réalité, on expérimente les choses. On essaie d'y être. Move, qui est une radio jeune, nous sert vraiment de laboratoire pour essayer de comprendre comment ça se passe. Et on voit bien qu'on arrive plus ou moins à être intégré dans ces univers. Un des exemples réussis, c'est ce qu'a fait Jean-Philippe Baye, qui est devant moi avec France Info. Pendant la campagne présidentielle, on est rentré sur Twitch avec des influenceurs. Et depuis la rentrée, on y est directement chaque jour avec Manon Mella, qui fait une émission en direct tous les soirs et qui essaie de prendre les codes de ce média-là, qui en fait ressemble à de la radio, parce qu'en fait c'est du direct et du dialogue et de l'interactivité avec une communauté. Donc on voit qu'on a des codes quand même qui sont très proches, et donc pour nous c'est très intéressant aussi d'aller innover avec ces codes-là. Pierre, que reste-t-il à faire ? Écoute, bon, nous, bien sûr, on se doit et on est présent sur à peu près toutes les plateformes pour aussi essayer de toucher des publics renouvelés. Mais au fond, moi, ce dont j'ai envie de parler là, c'est quand on voit le titre Sortir renforcé des crises. Nous, il y a une décision qu'on a prise il y a 3 ans de façon très forte, au fond, intime dans le groupe, qui est de s'engager pour contribuer, au fond, à préserver l'avenir de cette planète et de l'environnement. Donc l'engagement ESG, l'engagement environnemental, avec Corinne en particulier, ça fait 3 ans qu'on est sur la route, on a travaillé sur notre mission, on s'est dit qu'on devait favoriser la raison d'être, favoriser l'émergence d'une société plus responsable, en informant, en mobilisant et en accompagnant les citoyens et les entreprises. Et on a été parmi les premiers, je pense, groupe de médias à se dire à ce moment-là, c'est vraiment une chose d'informer, mais il faut aussi permettre de se mobiliser, il faut donner des moyens. Il faut donner aussi des moyens, ça j'insiste toujours là-dessus, de réconcilier les engagements personnels, ceux qu'on a à la maison, éventuellement en faisant du tri sélectif, et ceux qu'on n'avait pas dans l'entreprise, parce qu'il n'y avait pas vraiment de façon d'être mobilisé. Je trouve que c'est une façon extrêmement fidèle de vivre la transformation aussi de l'objet social des entreprises. Je me souviens très bien dans cet endroit, même cet amphithéâtre, en arrivant à la tête du groupe, on parlait encore du rapport Nota-Sénard, après la loi Pacte est passée, et tout d'un coup, la définition même d'une société, avant c'était une structure juridique de répartition de profits entre des associés. C'était ça la définition, il n'y en avait pas d'autre. Et là maintenant, évidemment, ça embarque une contribution au bien-être des salariés, de la planète. Bon. Donc on doit absolument, nous, être dans notre raison d'être, de ceux qui informent, mais aussi donnent les moyens d'agir, font des classements. Je prends un exemple aussi, il y a nos grands titres, mais il y a aussi Investir. Investir a fait déjà depuis 2 ans un supplément vert dans lequel il y a un classement des entreprises, pas selon le CAC 40, pas selon l'SBF 120, mais selon leur contribution, au fond, leur responsabilité ESG. Ça, je trouve que ça donne un peu un supplément d'âme. Et si on cherchait une raison d'être, et si on cherchait comment sortir, renforcer des crises, et comment surtout se projeter dans l'avenir, contribuer à ce qu'on ait simplement un avenir, là voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui inspire toutes nos antennes, nos journaux, nos publications.
Et je crois que c'est vraiment très mobilisateur pour nous. Et de toute façon, on n'a pas tellement le choix. On a vraiment intérêt à le faire parce que sinon, on ne sera pas forcément là dans 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Ou alors, on aura très, 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 très chaud pour parler des classements, des performances financières et compagnie. Ça n'aura aucun sens, quoi. Donc, c'est donner du sens et c'est préparer. Je répète souvent ça. C'était Louis Althusser qui disait jadis « l'avenir dure longtemps ». Si on veut qu'il dure vraiment longtemps, on a intérêt à bosser aujourd'hui. Arthur? Il faut faire gaffe, il reste 5 minutes. Hein. Non, c'est pas vrai. Moi, on me dit beaucoup plus que ça. On a beaucoup entendu Pierre Louette. Hein. Je plaisante. Moi, je suis d'accord avec Pierre. D'abord, il reste énormément à faire. Les sujets environnementaux sont clés. Les sujets de diversité, d'inclusion aussi. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais peut-être plus sur les médias. Moi, je pense qu'il y a un risque et une opportunité. Le risque, c'est la disparition des cookies tiers. Je pense que, alors pour le coup, je pense que la France est complètement à côté là. C'est le Titanic là. On continue à jouer. C'est-à-dire qu'on n'aura plus la possibilité. Vous n'aurez plus la possibilité de vous adresser à vos lecteurs directement. Donc c'est aussi simple que ça. On pourra plus garder d'informations. Voilà, vous ne pourrez plus garder d'informations. Ça veut dire qu'une grande manne de vos revenus. Alors c'est peut-être un peu moins vrai pour le service public, mais dans le privé, ça va être. Et quand je vois ce qu'on est en train de mettre en place aux États-Unis, comment on se prépare à ça avec les publishers, pour vraiment prendre le leadership sur ce qu'on appelle l'open web, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas sur les plateformes et qui va être essentiel, la France est très très en retard. Et moi, aujourd'hui, je serais à la tête d'un groupe de presse, je serais très très inquiet. Ça, c'est le premier point. Mais tu as peut-être des solutions à proposer à Pierre, non? Ouais, mais c'est très cher. D'accord. Ça sera très rentable. Quand tu étais client chez Orange... L'autre truc qui, par contre, et je pense c'est une énorme opportunité pour les groupes de presse, pour le coup, et les médias en général, c'est qu'on rentre dans une troisième révolution qui va être formidable. On a eu la révolution digitale qu'on a subie, honnêtement, parce qu'on ne l'a pas prise assez tôt. Et quand je dis on, c'est commun. On a eu la révolution du social, qui est vraiment celle qui nous a fait le plus souffrir, parce que c'est là où, justement, ces walled gardens se sont créés et ont capté les investissements publicitaires, le contenu, etc. Et là, on rentre dans la révolution du commerce. Et ça, c'est une opportunité formidable pour les médias et pour les agences, parce qu'au fond, chaque expérience marketing, chaque pub dans les Échos, chaque podcast sponsorisé, je ne sais pas s'ils le sont sur France Inter, vont pouvoir demain donner lieu à un acte d'achat. Et donc, ça va valoriser la qualité du contenu et la capacité à le transformer dans un acte d'achat et donc à créer un héroïque qui est plus fort, qui est absolument génial. Et donc, quand on a des groupes comme les nôtres, et c'est le cas des trois, je pense, et puis moi je m'arrêterai là, qui se sont transformés, parce que c'est ça la clé. Pourquoi on a passé la crise? C'est parce qu'on avait commencé à se transformer avant. Et qu'on a aujourd'hui accès à la personnalisation, accès à la technologie, des marques fortes avec des contenus. Ça représente une manne à la fois de revenus et donc de création d'emplois et donc de création de valeur et donc de création de meilleurs contenus qui est absolument formidable. Il nous reste donc en fait, on m'a dit 5 minutes, mais je pense... non, c'est pas vrai, on m'avait dit 45, il est 40 à ma montre. Hein. Ah bon? Oh là là. Bon, je ne sais pas si j'obéis. Juste en 1 minute chacun, sur le rapport avec les GAFA, Arthur le disait, on a beaucoup souffert dans le passé. Aujourd'hui, Facebook voit moins bien, mais reste très puissant. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut travailler avec les GAFA de manière constructive et trouver une forme de partenariat sans être totalement écrasé et dominé par ces acteurs? Et après, je passerai donc peu de temps pour répondre. Alors, nous, on est dans une situation particulière parce qu'on a d'acteurs publics, donc on est financé par le contribuable dont nos contenus sont gratuits. Dans une logique qui est un peu différente, et c'est peut-être pour ça que je vais m'exprimer sur un autre plan. Pour moi, le problème aujourd'hui, en fait, c'est ce qui était dans la tribune publiée dans un très bon journal, c'est la société du défouloir. C'est-à-dire qu'on voit que la lutte pour le temps d'attention, qui est celle qu'on vit aujourd'hui, dans un univers d'hyperconcurrence où il n'y a jamais eu autant de contenu disponible, conduit à une surenchère, au fait que ce sont les contenus les plus émotifs qui sont les plus viralisés. Et on est dans un moment où les réseaux, notamment, ont contribué à faire en sorte qu'on soit dans une société où ça clash, on hystérise ce qui se passe. Et je pense que ça déconstruit plus que ça ne construit. Et que c'est la raison pour laquelle, et là je reviens à ce que disait Pierre, on a besoin de médias qui apportent du sens. On a besoin de médias qui donnent leur juste place à l'information en cherchant ce qui est fiable, en cherchant à prendre du recul. Et que c'est la raison pour laquelle je pense que nos médias à nous, avec leurs règles déontologiques, avec justement cette recherche de sens, sont la réponse aux problèmes qui se posent aujourd'hui. Et
sont la réponse pour développer l'immunité de la société aussi face aux crises qu'elle traverse. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on est solide et qu'on sera toujours là demain pour répondre aux problèmes que vit la société. Et je rajouterais que la radio a ça de spécifique, que c'est un média sans artifice, c'est un média de l'écoute, qu'elle apprend à écouter l'autre, et que dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, apprendre à écouter l'autre, c'est quelque chose qui est très important. Arthur, un mot de conclusion et après Pierre. Pour revenir sur ta question sur les plateformes, la bataille elle est perdue. Il faut arrêter de se raconter des histoires. La puissance Facebook, ça reste que c'est en un claquement de doigts, ils peuvent toucher 1 milliard de personnes. Donc il faut arrêter de penser qu'on va pouvoir faire sans eux ou qu'on va pouvoir les combattre. Et moi je pense que là c'est un peu du en même temps. C'est-à-dire qu'à la fois il faut arriver à construire avec eux. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais il faut arriver à faire des partenariats, à développer ces contenus avec eux. Et en même temps, il faut créer une offre alternative. C'est ce qu'on disait sur la data il y a un instant, c'est ce qu'on essaie de faire modestement aujourd'hui dans le retail media avec un Carrefour et d'autres demain. Il faut construire un leadership dans l'open web qui soit mené par des médias de toutes sortes, positionnés sur de la data et qui puissent justement trouver des nouvelles sources de revenus. Il faut faire les deux. Super. Pierre? Oui, vraiment très vite, parce que c'est cruel. J'ai écrit plus de 300 pages sur le sujet. Tu me demandes un bouquin en 30 secondes, ouais. 30 secondes, d'accord. Non, mais je reprendrai juste d'un mot ce qu'Arthur disait. On vit ensemble. Voilà. De toute façon, on est ensemble maintenant dans un monde dans lequel les plateformes existent. La petite métaphore que j'ai en tête ou l'image, c'est qu'ils sont en train d'apprendre à passer leur permis de conduire. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés à la tête de voitures surpuissantes, rapides, et ils ont touché quelques centaines de millions, puis des milliards de personnes à la fois. Là, maintenant, quand même, on se rend compte qu'on vit tous ensemble. Il faut avoir une protection aussi face à cette puissance. Eux-mêmes en ont besoin, certainement, parce que sinon, ça va leur échapper. Donc, il y a des cadres réglementaires, DSA, DMA, il y a un ensemble de choses qui se passent aussi aux États-Unis. Donc, peu à peu, on va être dans la même atmosphère. On a appris d'eux. Quand on parle de toutes ces technos et ces pratiques de gestion, data, programme relationnel, ça vient pas mal de chez eux aussi. Et eux, je pense, maintenant, coopèrent bien avec nous. Les droits voisins, c'est ça, c'est une bataille. On a d'abord commencé par se donner des grands coups sur la figure, et on a fini par signer un accord qui est mutuellement satisfaisant. Donc c'est possible de vivre dans le même univers. Merci à tous les trois. Le temps est compté. On enchaîne les tables rondes. Je vais tout de suite appeler du coup... merci à tous les trois. Je vais appeler tout de suite Marie-Christine Tabet, ma collègue du Parisien, qui doit être là. Je ne vois pas, on a la lumière dans la figure. Donc les gens qui vont sortir de la salle, sortez le plus vite possible, si possible. Et ceux qui doivent re-rentrer le plus vite possible pour qu'on puisse à peu près respecter les horaires.